Ma fille s'est moquée de mon cadeau d'anniversaire, disant que ce serait mieux si je n'étais pas si pathétique. Même ma femme était d'accord, alors j'ai déménagé, demandé le divorce, et les ai forcées à faire face à ce qu'elles avaient déjà perdu. J'ai 54 ans, je suis un homme, et je vis à Traverse City, Michigan. J'ai été mécanicien toute ma vie d'adulte. 31 ans de phalanges cassées, de poussière de frein dans les poumons, et cette odeur d'huile moteur qui ne s'en va pas, peu importe à quel point on frotte. Je possède maintenant mon propre atelier, Sheridan Auto, Cibaille, et une réputation de travail honnête. Elle s'appelle Paige, ma fille. La fille que je portais sur mes épaules aux foires de comté parce qu'elle voulait voir par-dessus la foule. La fille qui pleurait sur ma chemise quand son premier petit ami la larguait. Je suis resté là, lui tapotant le dos comme un idiot, lui disant qu'elle méritait mieux. Apparemment, elle était un peu trop d'accord avec cette dernière partie. 26 ans. Je l'avais élevée depuis qu'elle était une pomme de terre hurlante dans une couverture. J'ai changé les couches, payé les appareils dentaires, lui ai appris à conduire sur un parking derrière le Creuset le samedi quand sa mère était trop occupée à se faire les ongles. Et c'est ce que j'ai reçu devant ses amis pour son anniversaire, alors qu'une voiture à 32 000 $ était garée dans l'allée avec un nœud que j'avais mis 20 minutes à attacher. La fête était l'idée de Paige. Elle voulait quelque chose de grand pour ses 26 ans. Une fête dans le jardin avec ses amis, son fiancé, et assez de décorations pour faire croire aux voisins que nous avions perdu la tête. Ma femme, Colline, s'est occupée de la planification. Je me suis occupé de la facture. C'est ainsi que cela avait fonctionné pendant 28 ans de mariage. J'ai passé la semaine avant la fête à accrocher des lumières dans le jardin, à installer des tables, à transporter des chaises de location parce que Paige insistait sur le fait que les meubles de jardin en plastique étaient trop ringards. Au moment où le premier invité est arrivé, j'étais déjà fatigué, mais j'ai souri, serré des mains, fait la conversation avec des gens que je connaissais à peine, et j'ai attendu le bon moment pour apporter le cadeau. Je planifiais la voiture depuis des mois. La vieille Honda de Paige était à bout de souffle, brûlait de l'huile et faisait des bruits qui me tenaient éveillé la nuit, craignant qu'elle ne tombe en panne sur une route de campagne. Une Mazda CX-30. Fiable, sûre, économique en essence. J'en ai essayé 3 avant de choisir celle avec les meilleures côtes de sécurité. Je l'ai même eue dans sa couleur préférée, ce bleu foncé qu'elle montrait toujours quand nous passions devant le concessionnaire. L'expression sur son visage quand elle l'a vue n'était pas de la déception. C'était du dégoût. Une Mazda, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Papa, sérieusement. Je pouvais sentir toute l'ambiance changer. Une vingtaine de personnes se sont soudainement intéressées à la table des amuse-gueules. Son fiancé, un gars nommé Chester, qui vendait des assurances, se tenait là, les bras croisés, comme s'il regardait un spectacle. Elle est neuve, ai-je dit. 32 000 $, meilleure côte de sécurité, 4 ans de garantie. C'est une Mazda, a-t-elle répété comme si je lui avais donné un vélo avec une roue manquante. Tu sais, je voulais une BMW. Nous en avons parlé. Maman t'a montré celle que j'aimais. Celle-là commençait à 55 000 $, Paige. Alors, tu as une entreprise. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. Les mèches chères dans ses cheveux, le sac de designer suspendu à son épaule, la bague de fiançailles que les parents de Chester avaient probablement payée parce que ce gamin ne pouvait même pas s'offrir une sucette à bague avec sa propre commission. Elle n'avait jamais fait un travail qui la laissait endolorie à la fin de la journée. Jamais eu à choisir entre réparer sa voiture et payer le loyer. Jamais compris que l'argent venait de quelque part, d'heures passées sous des capots dans un atelier qui atteignait 100 degrés en juillet. Puis elle a lâché cette bombe. Tu sais ce qu'elle a dit? Et je jure qu'elle a jeté un coup d'œil à ses amis pour s'assurer qu'ils écoutaient. Le meilleur cadeau serait d'avoir un père décent qui me donne ce que je veux. On aurait pu entendre une épingle tomber. Je me suis tourné pour regarder Colline, debout près de la porte arrière avec un thé glacé à la main. Ma femme depuis 28 ans. Son expression a tout dit avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Tu l'as humiliée devant ses amis avec cette voiture pathétique, a dit Colline. À quoi t'attendais-tu? J'ai hoché la tête une fois. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'avais été trop têtu pour voir pendant des années. Je n'étais plus un mari ni un père. J'étais un distributeur automatique avec un pot. Très bien, ai-je dit. L'expression de Paige a changé. Elle s'attendait à une dispute, s'attendait à ce que je devienne défensif,
peut-être que je m'excuse. Certainement, étant donné la façon dont j'avais toujours agi. J'ai retiré le nœud de la Mazda, les froissé et les jeté dans la poubelle près du garage. Puis je suis monté dans la voiture et je suis parti. Pas de cris, juste le doux ronronnement du moteur. Mon frère vit à 20 minutes de la ville dans une maison qu'il a construite lui-même en 3 étés quand il était encore marié. Le mariage n'a pas duré, mais la maison, oui. Ça, c'est Victor. Tout ce qu'il touche s'écroule ou reste pour toujours. Pas de juste milieu. Vic a 4 ans de plus. Il a divorcé il y a 8 ans. Son ex-femme a emmené les enfants en Ohio et l'a laissé avec rien d'autre que la maison et un passe-temps de menuiserie qui a commencé comme une distraction et est devenu une obsession. Il a 2 fils. Il les voit 2 fois par an, s'il a de la chance. Si quelqu'un comprenait ce que je traversais, c'était lui. Il était sur son Porsche quand je suis arrivé, les pieds sur la balustrade, regardant le coucher de soleil. « Belle voiture », a-t-il dit en sortant. « C'est la tienne ?» Elle était censée être pour Paige, son cadeau d'anniversaire. Il a levé un sourcil. « Était ?» Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Toute la scène l'aide dans l'allée, chaque mot que ma fille a dit, chaque mot que ma femme n'a pas eu à dire parce que son visage parlait pour elle. Vic a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a juste hoché la tête lentement, comme s'il y réfléchissait. « Tu peux rester dans la chambre d'amis, » a-t-il dit. « Aussi longtemps que tu en as besoin. » J'ai attrapé le sac de nuit que je garde dans mon camion pour les urgences et je l'ai suivi à l'intérieur. La chambre d'amis était petite mais propre. Lit simple, mur nu, une fenêtre qui donnait sur les bois derrière sa propriété. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai fixé mes mains pendant longtemps. De la graisse sous les ongles, des cicatrices sur les phalanges, les callosités permanentes qui ne partaient jamais. Ses mains avaient reconstruit des transmissions, remplacé des chaînes de distribution, fait économiser des milliers de dollars à des clients en détectant les problèmes tôt. Ses mains avaient aussi construit une cabane dans les arbres pour Paige quand elle avait 7 ans, lui avait appris à lancer une balle de baseball quand elle en avait 9, l'avait aidé à emménager dans son premier appartement quand elle en avait 22. Apparemment, rien de tout cela ne valait autant qu'un logo allemand sur un capot. Le lendemain matin, j'ai ramené la Mazda chez le concessionnaire. Le vendeur qui m'avait aidé, un jeune homme nommé Denny, qui avait passé 1 heure à s'assurer que j'obtenais exactement ce que je voulais, a eu l'air confus quand je suis entré. « Tout va bien avec le véhicule, monsieur Sheridan ?» « Le véhicule va bien, ai-je dit. La situation a changé. Je dois la revendre. » Il a grimacé. Les concessionnaires ne reprennent pas les voitures neuves. Tout le monde le sait. Mais ils achètent des véhicules, et une Mazda avec 47 miles au compteur était aussi proche d'un nouvel inventaire qu'ils pouvaient obtenir sans déballer le plastique. Denny a fait venir son gérant, un gars pour qui j'avais fait des freins quelques années auparavant. Nous avons parlé chiffres. Ils m'ont offert 26 000. J'ai contre-proposé 28 000. Nous nous sommes mis d'accord sur 27 000, ce qui signifiait que je perdais environ 7 000 $ après impôts et frais sur une voiture qui avait à peine quitté le parking. Une leçon coûteuse, mais moins chère qu'une vie de ressentiment. J'ai signé les papiers, les ai vus traiter le chèque, et je suis reparti avec un portefeuille plus léger et l'esprit plus clair. Vic m'attendait à mon retour, assis dans son atelier, de la sueur sur sa flanelle et une chaise à bascule à moitié finie entre ses genoux. Je l'ai rendu, ai-je dit. Bien. Il n'a pas levé les yeux de son ponçage. Maintenant quoi? Je me posais la même question toute la matinée. Mon téléphone avait 25 appels manqués, un mélange de Colline et Paige. Je n'avais écouté aucun message vocal. Pas besoin. Je savais comment ça se passerait. Tu réagis de manière excessive. Tu es dramatique. Tu te plains. Je vais voir un avocat, ai-je dit. Vic a arrêté de poncer, m'a regardé pour la première fois. Divorce. 28 ans de mariage. Et elle a qualifié un cadeau de 32 000 $ de pathétique. Elle ne s'est pas contentée de prendre le parti de Paige. Elle en a rajouté devant tout le monde. Il a posé son papier de verre et s'est essuyé les mains sur son jean. Tu es sûr de ça? Pas juste en colère. Je suis en colère, ai-je admis, mais je pense aussi clairement. Vic a hoché la tête. Je connais un gars, le même que j'ai utilisé. Il a écrit un nom et un numéro sur un morceau de bois et me l'a tendu. Léonard,
Traverse City. J'ai appelé le lendemain et j'ai pris rendez-vous pour une consultation à la fin de la semaine. La réceptionniste a demandé s'il s'agissait d'une affaire contestée ou non contestée. Je lui ai dit que je ne savais pas encore honnêtement, mais que j'avais le sentiment que ce ne serait pas amical. Le cabinet d'avocat était dans un centre commercial, entre un salon de manucure et un magasin de sandwich. Pas vraiment impressionnant. L'homme lui-même correspondait au bureau. La soixantaine, barbe grise, lunettes de lecture posées sur le nez. « Parlez-moi de vos biens », a-t-il dit après avoir couvert les bases. Je lui ai tout expliqué. La maison achetée il y a 22 ans, payée 9 ans plus tôt parce que je faisais des heures supplémentaires chaque fois que j'en avais l'occasion. L'atelier, que j'avais construit à partir de rien avec un petit prêt commercial, que j'avais entièrement remboursé il y a 8 ans. 2 véhicules, des comptes de retraite, un compte d'épargne que j'avais discrètement constitué pendant des années sans le dire à Colline parce qu'elle traitait l'argent comme s'il poussait sur les arbres. Léonard a pris des notes, posé des questions, fait des bruits qui auraient pu être d'approbation ou d'inquiétude. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a étudié. Le Michigan est un état de répartition équitable, a-t-il dit, pas de communauté de biens. Le tribunal divise les biens en fonction de ce qui est juste, pas nécessairement 50-50e. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que nous pouvons argumenter que les biens que vous avez apportés au mariage, les biens que vous avez construits indépendamment, devraient peser en votre faveur. Votre entreprise par exemple, la contribution de votre femme à cette entreprise serait évaluée. Elle n'a jamais mis les pieds dans mon atelier, sauf pour se plaindre de l'odeur. Il a presque souri. Documentez tout. Plus vous avez de dossiers, meilleure est votre position. Je documentais tout depuis des années sans même m'en rendre compte. Déclaration de revenus, reçus d'entreprise, journaux d'entretien pour chaque véhicule que nous avions possédé. Je suis mécanicien. La paperasse est la moitié du travail. Chaque réparation est écrite. Chaque pièce a un reçu. Chaque heure est enregistrée. Ce week-end, Vic m'a aidé à déménager le reste de mes affaires de la maison. Colline n'était pas là. La voiture de Paige était dans l'allée, cependant. La vieille Honda dont je m'étais inquiété, brûlant toujours de l'huile, faisant toujours des bruits. Vic avait emprunté une remorque à un ami et nous l'avons chargée de tout ce qui était clairement à moi. Des outils du garage, la collection que j'avais construite depuis mon premier emploi à 17 ans. Le fauteuil inclinable que mon père m'avait laissé. Cuir usé et ressort grinçant, ne valant rien pour personne d'autre que moi. Des boîtes de photos d'avant le mariage. Nous avons fait 3 voyages. Le premier, c'était les choses faciles, celles que Colline ne remarquerait pas. Le second était plus difficile, des objets avec une histoire partagée pour lesquels je devais décider si je devais me battre. Le troisième, c'était juste moi qui parcourais la maison une dernière fois. Le garage m'a le plus touché. J'avais passé des centaines d'heures dans cet espace, apprenant à Paige à changer son huile, reconstruisant des carburateurs sur des projets de week-end, juste existant dans un endroit qui me semblait le mien. L'établi était couvert d'outils que je laissais derrière moi. Trop grand à déplacer, trop intégré à la maison pour être pris sans combat. « Tu vas bien ?» a demandé Vic quand je suis sorti. « Ça ira. »« Tu fais vraiment ça ?» a dit Vic alors que nous attachions le dernier chargement. « Oui. » Il m'a tapé sur l'épaule. Il était temps. Les papiers de divorce ont été déposés le lundi suivant. Je les ai fait signifier à la maison alors que je savais que Colline serait là. L'huissier m'a appelé après pour confirmer la livraison. Sa voix était totalement neutre. Elle a semblé surprise, a-t-elle dit. Je parie qu'elle l'était. La réaction de Colline est venue 3 jours plus tard quand elle est arrivée chez Vic sans prévenir. J'étais dans le garage à l'aider à finir la chaise à bascule quand sa voiture est entrée dans l'allée. Le moteur tournait mal. J'entendais le cliquetis à 20 pieds de distance. Elle avait probablement besoin de nouvelles bougies et d'un nettoyage d'injecteur de carburant. Mais ce n'était plus mon problème. Elle est sortie, l'air de ne pas avoir dormi. Cheveux en bataille, maquillage étalé, le genre de négligence que Colline ne laisserait jamais personne voir. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai ressenti quelque chose comme de la culpabilité. Puis je me suis souvenu de l'expression sur son visage quand elle a qualifié un cadeau de 32 000 $ de pathétique. « Tu as demandé le divorce ?» a-t-elle dit. Pas une question. Oui. Sans même me parler d'abord.
Parler prend deux personnes qui veulent vraiment écouter. Tu as clairement fait savoir de quel côté tu étais. Elle a croisé les bras. Son mouvement défensif habituel. Tu jettes 28 ans à la poubelle à cause d'une mauvaise nuit. J'ai posé le tournevis que je tenais et lui ai accordé toute mon attention. Une mauvaise nuit, Colin. Ce n'était pas une mauvaise nuit. C'était 28 ans d'être tenue pour acquise. Couronné par le fait que tu as qualifié mon cadeau de pathétique et que notre fille a souhaité avoir un père différent devant tout le monde pour son anniversaire. Elle ne le pensait pas comme ça. Alors, comment le pensait-elle? Elle n'a pas eu de réponse. Vic avait discrètement disparu dans la maison, nous laissant de l'espace. Je veux la maison, a-t-elle finalement dit. Paige et Chester se marient le printemps prochain. Nous avons besoin de l'espace pour le mariage. J'ai failli rire, elle venait marchander l'immobilier alors que les papiers de divorce n'étaient même pas encore secs. Il fallait du culot pour ça. Léonard Voss s'occupe de tout ça, ai-je dit. Demande à ton avocat de l'appeler. Léonard Voss? Ses yeux se sont rétrécis. Tu utilises l'avocat de Victor pour ton divorce. Oui. Jacob, c'est fou. On peut arranger ça. Tu es juste contrarié. Je ne suis pas contrarié, ai-je dit. Et je le pensais. J'en ai fini. Grande différence. Elle m'a regardé un long moment. Cherchant quelque chose sur mon visage. Le vieux Jacob. Peut-être celui qui reculait, aplanissait les choses, écrivait des chèques pour faire disparaître les problèmes. Ce type était parti. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. On verra. Elle est remontée dans sa voiture et est partie. Le moteur cognait toujours. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne sur la route principale, puis je suis rentré pour finir la chaise à bascule. Vic était dans la cuisine en train de faire du café. Comment ça s'est passé? À peu près comme tu t'y attendais. Il m'a tendu une tasse. Tu sais qu'elle va se battre salement. Je compte dessus. J'ai pris une gorgée. Qu'elle le fasse. J'ai 31 ans de dossier et un avocat. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse et de préparation. Léonard Voss valait chaque centime. Il a sorti des dossiers dont je ne savais même pas l'existence. Retracer la documentation de chaque achat important, de chaque contribution au ménage. Chaque fois que j'avais tiré Colin d'un trou de carte de crédit dans lequel elle s'était elle-même enfoncée. Le tableau qui s'est dessiné n'était pas joli. Au fil des ans, j'avais remboursé plus de 60 000 $ de dettes de cartes de crédit que Colin avait accumulées. Grands magasins, achats en ligne, déjeuners et dîners qui s'élevaient à des centaines par mois. Elle vivait au-dessus de nos moyens depuis des années, et j'avais été trop concentré sur le maintien de la paix pour la confronter. Pendant ce temps, mon entreprise avait grandi. Sheridan Auto est passé de 3 bails à 6, de 2 employés à 5. L'atelier valait près de 400 000 $ maintenant, entièrement construit sur ma réputation et mon travail. Colin n'y avait jamais contribué une seule heure. Léonard a tout mis sur un tableur qui m'a fait pleurer. Actif, passif, contribution, retrait. Quand j'ai vu les chiffres côte à côte, je me suis senti malade. Non pas à cause de ce que j'avais perdu, mais à cause de la durée pendant laquelle j'avais laissé cela durer. C'est solide, a dit Léonard, tapotant le tableur. Très solide. L'avocat de votre femme va probablement pousser à la médiation avant le procès. Laissez-les pousser, ai-je dit. Je n'accepterai pas moins que ce qui est juste. L'atelier est devenu mon lieu de vie, en fait. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, prenant chaque tâche qui se présentait, restant tard pour rattraper la paperasse, arrivant tôt pour préparer les baies. Mes gars ont remarqué le changement mais n'ont rien dit. Il y a quelque chose dans le travail moteur qui vide la tête quand on ne veut pas penser à sa vie personnelle. La concentration qu'il faut pour repérer un problème, tracer une panne, réparer quelque chose qui était cassé. Chaque voiture que je remettais en marche me donnait l'impression d'une victoire quand tout le reste était chaos. Une semaine, un client m'a apporté une vieille Mustang que 3 autres mécaniciens avaient abandonnée. Calage intermittent, aucune cause claire. Le genre de problème qui donne envie de jeter la voiture dans un lac. J'y ai passé 2 jours. J'ai trouvé la cause du problème, une fissure capillaire dans une conduite de vide qui ne s'ouvrait que lorsque le moteur atteignait une certaine température. Le client a presque pleuré quand je lui ai rendu les clés. Ça a fait du bien.
Vic passait tous les mardis avec le déjeuner. C'est devenu notre truc. Il arrivait vers midi avec des sandwichs du traiteur d'en bas et nous mangions dans mon bureau pendant qu'il me racontait son dernier projet de menuiserie et que je le tenais informé du divorce. L'avocat de Colin pousse fort pour la maison, lui ai-je dit un mardi. Il dit qu'elle y a droit en tant que foyer familial. Que dit Léonard? Que nous pouvons contrer. Le prêt immobilier a été remboursé avec mes revenus. Son nom est sur l'acte, mais elle n'a jamais mis un centime pour les paiements. Vic a hoché la tête. Tu as toujours les dossiers de tout ça. Chaque chèque, chaque relevé bancaire, chaque confirmation de paiement remontant à 22 ans. Il a souri. Ça, c'est mon frère. Pej m'a contacté un mois après le début de la procédure. Pas un appel, pas une visite, un message texte, 4 mots, c'est ta faute. Ma faute. J'avais travaillé 60 heures par semaine pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Payer ses études quand elle a abandonné après 2 ans. Payer son appartement quand elle ne pouvait pas payer le loyer. Payer sa voiture, son assurance, ses soins dentaires. Les chiffres ne correspondaient pas, mais l'appropriation ne correspond jamais. Je n'ai pas répondu au message. La médiation a eu lieu fin octobre. Salle de conférence dans un immeuble de bureau du centre-ville, tout en verre et chrome. Colin est venu avec son avocat, une femme bien habillée nommée Hélène, qui avait l'air de facturer $500 de l'heure juste pour établir un contact visuel. Léonard et moi étions assis en face d'eux. Le médiateur, un juge à la retraite nommé Franklin, était assis en bout de table comme s'il animait un jeu télévisé très ennuyeux. Colin voulait la maison, la moitié de ma retraite et une pension alimentaire. Son avocat a présenté cela comme une juste compensation pour 28 ans passés en tant que femme au foyer et épouse de soutien. J'ai gardé le visage impassible pendant que Léonard exposait notre version des faits. Les feuilles de calcul sont sorties, les relevés bancaires, la documentation de chaque achat important, chaque dette que j'avais remboursée, chaque contribution que j'avais faite au ménage. Le visage d'Hélène a changé en lisant les documents. Elle s'attendait clairement à une histoire différente de ce que les chiffres montraient. On pouvait presque la voir repenser toute son approche. Mon client a construit son entreprise à partir de rien, a dit calmement Léonard. Il a remboursé la maison familiale avec les revenus de cette entreprise. Il a couvert plus de $60 000 de dettes de carte de crédit contractées par Madame Sheridan au fil des ans. L'idée qu'il devrait maintenant céder la moitié de tout à quelqu'un qui n'a rien apporté financièrement est, franchement, insultante. Le visage de Colin est devenu rouge. J'ai élevé notre fille pendant qu'il travaillait. Pej a 26 ans, a répondu Léonard. Elle n'a plus eu besoin d'être élevée depuis près d'une décennie. Qu'avez-vous apporté depuis? Le médiateur a demandé une pause. Nous sommes sortis dans le couloir et Léonard m'a mis à l'écart. Ils vont revenir avec quelque chose de plus raisonnable, a-t-il dit. Hélène sait que son dossier vient de prendre un coup. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont t'offrir? Probablement la maison en échange de l'abandon de la pension alimentaire. Peut-être une plus petite part de la retraite. J'y ai réfléchi. La maison où j'avais vécu pendant 22 ans. Laissez-les avoir la maison, ai-je dit. Je n'en veux plus. Léonard a hoché la tête. Et l'entreprise? Hors de question. Elle ne touche pas à l'atelier. Quand nous sommes revenus, Hélène a présenté une offre révisée, la maison, 30% de la retraite. Pas de pension alimentaire. Léonard a contre-proposé, la maison, 15% de la retraite et une rupture nette. Ils l'ont accepté. En sortant de ce bâtiment, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La maison était partie, mais elle avait cessé de se sentir comme chez moi depuis longtemps. L'argent était gérable, et Sheridan Auto était toujours à moi. Chaque clé, chaque pont élévateur et chaque baie. Vic m'attendait sur le parking. Il avait insisté pour me conduire. Alors, a-t-il demandé. C'est fait. La maison est à elle. L'atelier est à moi. Il m'a tapé sur l'épaule. Alors allons fêter ça. Je t'invite à dîner. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. Première neige à la mi-novembre, le genre qui persiste et rend tout le monde misérable. J'ai emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Un 2 pièces avec vue sur le parking et des voisins discrets. J'ai passé Thanksgiving chez Vic, juste nous deux,
mangeant des sandwichs et regardant du football parce qu'aucun de nous ne pouvait cuisiner une dinde sans la transformer en risque biologique. Il avait fini la chaise à basculer, me l'a présenté comme un trophée. Magnifique travail, finition lisse, parfaitement équilibrée. Du chêne sélectionné dans une scierie à 3 heures de route parce que Vic ne fait jamais les choses à moitié. Les joints étaient serrés, les courbes étaient justes, l'ensemble était construit pour durer des générations. Je l'ai mise sur mon balcon et m'y suis assis tous les matins avec mon café. Tu deviens philosophe en vieillissant, a dit Vic en me surprenant là un matin. J'apprends à apprécier les petites choses, ai-je répondu. Paige s'est mariée en mars. Je n'étais pas invité. J'en ai entendu parler par une cousine qui parlait encore aux deux côtés de la famille. Petite cérémonie, lieu de réception dans le jardin, le même jardin où elle m'avait dit que je n'étais pas un père décent. C'est drôle comme ça a marché. Chester, ses parents ont tout payé, selon la cousine. La robe, le traiteur, le photographe. Colin a contribué avec le lieu, ce qui était en fait ma contribution puisque j'avais tondu cette pelouse pendant 22 ans. Mais qui comptait encore? À part moi. Je n'ai pas envoyé de cadeaux, pas de cartes, j'ai juste laissé le jour passer comme n'importe quel autre mardi. Le printemps a apporté quelques changements. L'atelier était plus occupé que jamais. Le bouche-à-oreille remplissait mes baies avec plus de travail que mes gars ne pouvaient en gérer. J'ai embauché 2 autres mécaniciens. Des jeunes sortis de l'école de métier qui me rappelaient moi-même il y a 30 ans. Affamés, désireux d'apprendre, prêts à y passer les heures. Je construisais quelque chose de nouveau. Pas seulement l'entreprise, mais une vie qui ne tournait pas autour de gens qui ne m'appréciaient pas. J'ai rejoint une ligue de bowling avec Vic, ce qui semble ringard jusqu'à ce que tu réalises que c'est juste une excuse pour traîner et lancer des objets lourds sur des quilles en bois une fois par semaine. Notre équipe s'appelait les pièces détachées, ce que je trouvais astucieux. Nous étions terribles, constamment derniers, mais personne ne s'en souciait. C'était 2 heures tous les jeudis où la seule chose qui comptait était de faire tomber des quilles et de parler de choses sans importance. J'ai commencé à cuisiner pour moi-même au lieu de manger des plats à emporter tous les soirs. Il s'avère que je ne suis pas mauvais quand j'essaie vraiment. Ça faisait du bien de faire quelque chose de mes mains qui n'impliquait pas de moteur ou de clé. J'ai même adopté un chien au refuge, un vieux bâtard grincheux nommé Bruno, que tout le monde avait ignoré en cherchant des chiots. Il avait 8 ans et avait la personnalité d'un videur à la retraite. La dame du refuge a dit qu'il était là depuis 6 mois et que personne ne voulait de lui. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Bruno et moi nous comprenions. Nous avions tous les deux été laissés pour compte par des gens qui voulaient quelque chose de plus neuf. Et nous avions tous les deux décidé que rester amer à ce sujet était une perte de temps. Il n'avait pas besoin de grand-chose, juste de nourriture, de promenade et de quelqu'un avec qui s'asseoir pendant que le soleil se couchait. Je pouvais faire ça. J'avais passé des décennies à en faire plus pour des gens qui l'appréciaient moins. L'idée du classeur m'est venue un soir alors que je parcourais de vieilles déclarations de revenus pour l'atelier. J'avais tout gardé, chaque reçu, chaque relevé, chaque enregistrement de chaque dollar qui avait transité par mes mains au cours des 3 dernières décennies. Paige se moquait de moi pour ça. Elle m'appelait un thésauriseur. Disait que les gens normaux jetaient ces choses. Les gens normaux ne finissaient pas par avoir besoin de preuves qu'ils avaient passé une vie à soutenir des membres de leur famille ingrats. Il s'est avéré que ma paranoïa était en fait une préparation. J'ai commencé à assembler le tout de la même manière que j'abordais une reconstruction de moteur compliquée, section par section, année après année. Les paiements des frais de scolarité quand elle s'est inscrite, puis le remboursement que je n'ai jamais eu quand elle a abandonné après 2 ans parce qu'elle a décidé que l'école était ennuyeuse. Le loyer de l'appartement pour les 3 endroits différents où elle avait vécu quand elle n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Les primes d'assurance automobile que je continuais à payer même après qu'elle ait eu l'âge de s'en occuper elle-même. Il y avait des factures médicales quand elle s'est cassé le bras en skiant à l'université, un voyage que j'avais également payé. Des relevés de carte de crédit quand elle a saturé sa première carte, à 22 ans, et que je l'ai tirée d'affaire. Les soins dentaires quand elle s'est fêlé une dent et n'avait pas de couverture. Les réparations d'urgence de voiture quand elle a ignoré les voyants d'alerte jusqu'à ce que quelque chose se casse réellement. Les chiffres s'élevaient à un peu plus de 140 000 $. C'est ce que j'avais mis dans Paige au-delà des besoins essentiels de nourriture, de logement et de vêtements. 140 000 $, sans compter l'inflation, sans compter les intérêts que j'avais perdus en vidant mes économies encore et encore au lieu de les laisser fructifier. J'ai tout mis dans un classeur noir avec des onglets et des étiquettes,
présenté comme un dossier d'affaires, juste des faits. Sur la couverture, j'ai écrit 3 mots, ce que j'ai donné. Vic l'a vu lors d'une de ses visites du mardi, l'a pris, l'a feuilleté, a sifflé doucement. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» a-t-il demandé. Je ne suis pas encore sûr. Peut-être rien, peut-être tout. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'années. Il a posé le classeur et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Tu sais, ça ne changera pas leur façon de voir les choses. Je sais, mais ça pourrait changer la façon dont tout le monde voit les choses. Il est resté silencieux 1 minute. Puis il a hoché la tête. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien. Envoie-les aux gens qui comptent. Laisse les faits parler d'eux-mêmes. L'opportunité s'est présentée 6 mois plus tard, comme si elle avait attendu le bon moment. Paige et Chester ont acheté une maison. Je l'ai appris par la même cousine qui me tenait au courant des affaires de famille. Une belle maison dans un lotissement du côté nord de la ville. 3 chambres, garage pour 2 voitures. Le truc avec l'achat d'une maison, c'est qu'il faut un bon crédit et un revenu solide. Le travail d'assurance de Chester ne rapportait pas vraiment beaucoup d'argent, et Paige travaillait à temps partiel dans une boutique, gagnant à peine plus que le salaire minimum. Alors, comment ont-ils pu se permettre la compte? Les chiffres ne correspondaient pas, et je suis bon avec les chiffres. La cousine a comblé les lacunes. Colin avait contracté un prêt sur valeur domiciliaire sur la maison que je lui avais donnée. Elle avait utilisé l'argent pour aider Paige et Chester avec leur acompte. 40 000 $ empruntés sur la valeur que j'avais construite avec 30 ans de travail moteur et d'heures supplémentaires. La même maison que j'avais payée plus tôt. La même maison que j'avais quittée pour préserver la paix. Maintenant, elle finançait une autre génération d'ayants droit. Je n'aurais pas dû être surpris, mais en l'entendant à voix haute, en entendant que mon travail avait été transformé en un cadeau pour la fille qui avait publiquement souhaité un père différent, quelque chose en moi s'est simplement éteint. Vic a remarqué le changement quand il est passé ce mardi-là. « Tu as ce regard ?» a-t-il dit, posant son sandwich. « Quel regard ?» Celui que tu as juste avant de faire quelque chose de très intelligent ou de très stupide. Il m'a étudié 1 seconde, puis a hoché la tête. « Quoi que tu prévois, assure-toi juste que tu pourras vivre avec après. C'est la seule règle. Je pouvais vivre avec. C'était ça le truc. J'avais passé 28 ans à mordre ma langue et à vivre avec des choix que je n'avais pas faits. Celui-ci serait le mien. J'ai fait des copies de tout ce qui se trouvait dans le classeur. 27 pages de documentation, plus une lettre de motivation expliquant ce que chaque section montrait. Puis je l'ai envoyé aux 2 seules adresses qui comptaient. La sœur de Colin, qui avait toujours semblé comprendre mon point de vue, et les parents de Chester, qui pensaient apparemment avoir élevé un fils autonome épousant une femme autonome. Je n'ai pas inclus d'adresse de retour, je n'ai pas inclus de notes demandant de la sympathie ou de la compréhension, juste les faits exposés clairement et laisser les gens prendre leurs propres décisions. De là, ça s'est propagé comme les choses se propagent dans les petites villes. Quelqu'un raconte à quelqu'un qui raconte à quelqu'un d'autre et en 1 semaine, la moitié du comté connaît tes affaires. Les choses ont commencé à s'écrouler en 1 semaine. Les parents de Chester ont appelé Paige pour avoir des réponses. Pourquoi avait-il entendu dire que Jacob avait payé ses études, son appartement, sa voiture? Pourquoi avait-il pensé que Paige était financièrement indépendante alors que les chiffres disaient le contraire? Ils avaient aidé à payer la maison de leur fils seulement pour découvrir que leur belle-fille venait avec beaucoup plus de bagages que prévu. Les conversations n'étaient pas amusantes. La mère de Chester, d'après ce que j'ai entendu, a utilisé le mot trompé plus d'1 fois. Son père a posé des questions précises sur les autres surprises à venir. La sœur de Colin a appelé Colin. Ça ne s'est pas bien passé non plus, selon la cousine. Beaucoup de cris, beaucoup d'accusations, des années de drame familial qui ont finalement explosé. Colin avait apparemment raconté à sa famille que j'étais le fou, que j'avais abandonné ma famille pour rien. Le classeur racontait une autre histoire. Sa sœur a commencé à poser des questions auxquelles Colin ne voulait pas répondre. Chester a également commencé à poser des questions auxquelles Paige ne voulait pas répondre. La cousine a dit qu'il y avait des tensions, des disputes, de longs silences s'étendant sur des soirées entières. La lune de miel des jeunes mariés était terminée, remplacée par ce qui se passe quand on réalise que son partenaire a plus d'histoire que ce que l'on avait prévu. Les parents de Chester avaient apparemment insisté pour une thérapie de couple. Paige leur avait apparemment dit de ne pas s'en mêler.
Ça s'est passé à peu près comme on peut l'imaginer. J'ai entendu tout cela de seconde main par le biais du bouche-à-oreille familial. Je n'ai pas pris contact, je n'ai pas jubilé, je n'ai rien fait qui puisse ressembler à du frottement. Voici le truc avec les faits. Ils n'ont pas besoin que tu les défendes. Tu les exposes et tu laisses les gens faire le calcul. Colline pouvait raconter n'importe quelle histoire qu'elle voulait, mais elle ne pouvait pas discuter avec des relevés bancaires. Paige pouvait dire qu'elle était indépendante toute la journée, mais le reçu disait autre chose. Colline a essayé de me contacter une fois. J'ai laissé un message vocal. Le message était court. J'espère que tu es content de ce que tu as fait. J'étais sincèrement. La confrontation a eu lieu un dimanche soir, à la fin de l'automne. J'étais sur mon balcon avec Bruno quand une voiture s'est arrêtée dans le complexe d'appartements. La voiture de Paige, la même Honda dont je m'étais inquiété pendant des années, fonctionnait encore, on ne sait comment. Elle est sortie lentement, comme si elle n'était pas sûre de vouloir être là. Elle a pris son temps pour marcher jusqu'à mon bâtiment, puis monter les escaliers. Le coup à ma porte était hésitant. Je l'ai ouverte et j'ai regardé ma fille pour la première fois depuis plus d'1 an. Elle avait l'air épuisée, plus âgée que 27 ans. Le genre de fatigue que l'on ressent quand on réalise que le monde ne va pas vous donner ce que vous voulez. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. Le balcon est bien. Nous nous sommes assis là, elle sur la chaise d'appoint, moi sur la bascule que Vic avait fabriquée. Bruno l'a reniflée une fois, a décidé qu'elle ne valait pas son temps et est retourné à son lit près de la porte coulissante. Les parents de Chester ne veulent même pas nous parler, a-t-elle dit. Ils sont furieux. Ils pensent que j'ai menti sur tout. As-tu menti? Elle a esquivé la question. Ils n'avaient pas besoin de savoir toutes ces vieilles choses. Le passé est ce qui a construit ton présent. Tu penses que cet acompte est venu de rien? Cette maison que ta mère a hypothéquée, je l'ai payée de mes mains. Chaque dollar qu'elle t'a donné a commencé avec moi. Tu n'avais pas à le dire à tout le monde. Non, ai-je admis. Je n'avais pas. Mais tu n'avais pas à me traiter de père pathétique devant tes amis non plus. Les actions ont des conséquences. C'est quelque chose que tu aurais dû comprendre il y a longtemps. Elle m'a regardé et, pendant une seconde, j'ai revu l'enfant qui avait chuté de son vélo et était venu en courant vers moi avec les genoux en sang. La fille qui me faisait confiance pour que tout aille bien. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Désolé que ça soit arrivé ou désolé d'avoir été prise. La question est restée en suspens. Elle n'a pas eu de réponse rapide, ce qui m'a tout dit. Je veux arranger ça, a-t-elle finalement dit. Je veux retrouver mon père. J'ai basculé lentement. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit, je ne suis jamais parti. Tu m'as poussé dehors. Toi et ta mère, debout dans cette allée. Faisant clairement comprendre que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant. Je t'ai donné 26 ans de ma vie et tu me l'as jeté à la figure parce que j'ai acheté la mauvaise marque de voiture. J'étais stupide. J'étais gâté. Je le comprends maintenant. Est-ce le cas? Parce qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et le comprendre réellement. Tu peux savoir que tu as blessé quelqu'un sans comprendre pourquoi cela importait. Elle s'est essuyé les yeux. Que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi et je le ferai. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu vois, c'est tout le problème. Tu veux que je te donne un script, que je te dise comment agir, pour que tout redevienne comme avant, mais ce comme avant. C'était toi qui prenais et moi qui donnais jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Et après? Tu veux arranger ça? Mérite-le. Ne te contente pas d'arriver avec des excuses et d'attendre que tout aille bien. Commence à être quelqu'un qui comprend la valeur de ce qu'elle a jeté. Quand tu pourras me regarder dans les yeux et me dire ce que tu as réellement changé. Pas seulement ce pourquoi tu te sens mal, alors peut-être que nous parlerons. Et si je le fais, alors peut-être que nous aurons une conversation. Mais je ne fais pas de promesses et je ne reste pas assis à attendre pendant que tu décides si j'en vaut la peine. Maintenant. Je me fais passer en premier. Si c'est trop difficile pour toi, la porte est là. Elle est restée assise un moment, y réfléchissant. Je pouvais la voir vouloir argumenter, vouloir riposter, mais elle a tenu sa langue. Peut-être avait-elle enfin appris que cette attitude ne gagnerait pas celle-ci. J'essaierai, a-t-elle dit doucement. Essayer est un début. Elle est partie quelques minutes plus tard,
la tête basse. Pas de câlin, pas de grandes promesses, aucune des scènes dramatiques de réconciliation que j'attendais à moitié. Elle est juste allée à sa voiture et est partie. Le moteur sonnait toujours rauque. Probablement jusqu'à ce qu'elle apprenne à prendre soin des choses elle-même. Bruno est revenu et s'est laissé tomber à mes pieds. J'ai gratté derrière ses oreilles et j'ai regardé les dernières lueurs du jour s'estomper. Je ne savais pas si Paige irait réellement jusqu'au bout. Je ne savais pas si elle avait en elle de changer la façon dont de vraies réparations le nécessitaient.